Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Salut Alexandre de ton studio, puis en primeur, tu es dans ton bureau. C'est la première fois depuis qu'on a commencé les entrevues. C'est un retour tranquille vers le bureau. Donc aujourd'hui, je viens passer la journée ici. Là, on est quelques-uns. Là, ça commence à reprendre un peu. Ah, c'est excitant, là. Comme je te disais une dernière fois, pour moi, en fait, la réalité ne changera pas. Mon bureau a toujours été chez nous. Fait que super. Fait qu'aujourd'hui, on continue un peu sur notre vague de parler de storytelling. Je ne sais pas si c'était la dernière fois, mais une des dernières fois, tu parlais des 6+1 types d'histoires qu'on peut raconter. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que tu l'avais découpé en termes de, pas en termes de, mais tu l'avais découpé en processus de vente. Fait qu'il y a certaines histoires qui fonctionnent bien au début quand tu essaies d'engager ton prospect. Il y en a qui marchent un peu mieux dans le milieu, puis il y en a d'autres qui fonctionnent à la fin. Fait quand tu essaies de closer, si on veut. Fait que j'avais vraiment beaucoup aimé ça. C'est sûr que j'ai un penchant un faible pour la vente. C'est pour ça que ça m'a interpellé peut-être un peu plus. Mais je pense que c'est important pour tous les marketeurs parce que tu aies une équipe de vente ou que tu fasses du commerce électronique, tu sais, comme quelque chose de plus online de A à Z. Je pense que c'est important de comprendre quelles histoires fonctionnent bien, à quel niveau, à quelle étape du processus. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on pourrait se consacrer un peu plus sur le début du processus. Fait que peut-être tu peux expliquer qu'est-ce que tu voulais dire par le début du processus, puis après les 2 ou 3 types d'histoires qui fonctionnent bien à ce niveau-là. Bien, tu sais, quand on parle de contenu, quand on parle de storytelling, beaucoup, on va l'associer à du contenu qu'on va utiliser dans le processus de vente. Donc, au-delà de l'offre qu'on va faire, le pricing, le côté promotionnel, la proposition officielle, le devis qu'on va envoyer, il y a toute cette trame parallèle où on développe et on maintient puis on entretient la relation avec les gens qui vont justement considérer notre produit, qui vont vouloir l'acheter. Puis en gros, c'est ma conjointe qui est aussi en contenu qui dit ça souvent, le contenu sert à 3 choses. D'un premier côté, le contenu va travailler du côté de la notoriété, après ça au niveau de la considération, et après ça, au niveau de la fidélisation. Fait que l'autre jour, on a parlé, les histoires de closing, c'est beaucoup dans l'étape de considération. Quand le prospect se met à considérer et est sur le bord de transiger avec nous, de faire une transaction avec nous, je veux dire. Mais en amont de ça, pour pouvoir se rendre là, il y a tout l'aspect notoriété et bâtir la relation de confiance. L'idée, c'est que au niveau de top of funnel, là, si on le voyait de cette façon-là, là, pour qu'une personne commence à considérer faire peut-être affaire avec nous, puis peut-être être intéressée à recevoir une proposition de notre part ou commencer à regarder notre offre de produit, par exemple, si on est dans le B2C, il faut créer cette relation de confiance-là. Puis cette relation de confiance-là, si on utilise le storytelling, elle peut être faite justement par quelques histoires qu'on peut utiliser. Puis c'était justement là que je m'inspirais d'un livre justement qui s'appelle Seven Stories Every Salesperson Must Tell. Et moi, je l'avais transformé peut-être un petit peu plus en 6+1. Puis le +1, justement, il est dans le top of funnel. OK. Fait que ça serait quoi les types d'histoires spécifiquement là, que tu verrais, les 3, mettons? Donc, les 3, les 2+1, là, je pense qu'il y en a 2 qui peuvent toujours être utilisés à tout moment sur n'importe quel canal. La première, c'est l'histoire de fondation de l'entreprise. C'est cette histoire qui explique d'où vient l'entreprise, pourquoi elle existe, quel problème elle vient régler. On ne parle pas du produit en tant que tel, on ne parle pas de ce qu'elle offre aujourd'hui, mais beaucoup d'où elle vient. Puis, ce qu'on va vouloir faire avec ça, peu importe que l'entreprise existe depuis 100 ans ou soit une start-up qui existe depuis 6 mois, cette idée-là, c'est de mettre la personne en confiance sur le fait que l'acheteur ou le consommateur en confiance par rapport au fait que si la business existe, c'est parce qu'elle a une bonne raison derrière ça de pouvoir venir aider les consommateurs. Donc, elle est là, non pas juste pour faire une transaction monétaire, elle est là vraiment pour apporter de la valeur. Fait que puis c'est justement ce qu'on va retrouver dans cette histoire-là, l'histoire de fondation, c'est les valeurs de l'entreprise. Ça peut sembler un peu galvaudé comme expression, mais ce qu'on va vouloir faire ressortir, c'est quoi les bons côtés de l'entreprise, c'est quoi les bonnes valeurs de l'entreprise, puis pourquoi elle existe. Fait que ça, c'en est un. La deuxième, c'est de mettre
en contexte l'état actuel de l'entreprise et les gens avec qui vous pourriez avoir à échanger, si on veut, une fois qu'on fait la transaction. Fait que la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un employé. Idéalement, c'est juste un. Parce qu'on ne veut pas dire, on ne veut pas que l'histoire soit on a des bons employés, on a des bonnes équipes, on s'appelle tous des associés, puis on est tous. Non. L'idée, c'est d'en prendre un, la nommer, le ou la nommer, une Isabelle, par exemple, et dire Isabelle travaille chez nous. Isabelle, son rôle, c'est ça. Isabelle, les problèmes qu'elle vient régler, c'est ça. Voici son parcours, puis pourquoi elle est rendue chez nous, puis pourquoi elle apporte de la valeur à nos clients puis nos consommateurs. Dans un contexte B2C, ça peut être quelqu'un qui est dans les bureaux, quelqu'un qui est au shipping, quelqu'un qui est à l'usine. Il y a toutes sortes d'histoires qu'on peut raconter, puis ça, on peut en avoir plusieurs. L'histoire de la fondation, on en a juste une. C'est comme ça que l'entreprise a été fondée, c'est comme ça qu'elle existe. Mais du côté des histoires des employés, ça, on peut en avoir plusieurs et on peut, par exemple, sur le site web, avoir plusieurs de ces histoires-là, une au-dessus de l'autre, qui met la personne en confiance. Tu sais, des fois, on ne peut pas, des entreprises avec beaucoup d'employés, on ne peut pas présenter tous nos employés, on ne peut pas mettre les faces de tout le monde sur notre site web. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire qu'on est beaucoup, dire qu'on est une belle gang, puis voici l'histoire de 5 personnes. Puis il y en a une là-dedans qui va résonner potentiellement avec l'acheteur ou le consommateur. Donc, ça met la compagnie, l'idée, c'est encore là de bâtir le lien de confiance. Et la troisième histoire, c'est un peu le plus 1, mais celle-là est beaucoup plus dans une vente, dans un aspect de vente relationnelle. On va être beaucoup plus sur une vente, qui a un cycle de vente qui est un peu plus long. On va être sur une vente où il y a un représentant ou un vendeur qui fait affaire avec nous. Et puis, dans ce cas-là, c'est l'histoire de la personne elle-même. Voici moi qui je suis, j'aime telle chose, j'aime moins telle chose, j'ai 2 enfants et tout et tout. Ça peut sembler anodin, mais encore là, l'idée, c'est quand on a affaire avec un vendeur, un représentant, un agent ou autre, on veut créer cette relation-là parce qu'on a une grosse transaction à faire, donc on veut avoir confiance dans la personne avec qui on parle. Donc, le plus 1 est là, puis la raison pour laquelle je dis que c'est 2 plus 1 histoire, c'est que cette histoire-là, elle n'est pas toujours nécessaire. Si c'est de la vente en ligne, un SaaS ou des choses comme ça, on n'a pas besoin de savoir avec qui on transige nécessairement, mais ça va être beaucoup plus dans le contexte de long cycle de vente. Donc, ça, c'est les trois types d'histoires. C'est intéressant parce que, tu sais, évidemment, j'ai aussi un gros background en courriel. Puis il y a quelques semaines, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un qui faisait justement beaucoup de lead nurturing, etc. Et puis, tu sais, ça, c'est souvent, on parle du welcome email, tu sais, le premier email qui est envoyé après que quelqu'un s'abonne à notre infolettre ou qui download une ressource ou quoi que ce soit. Puis souvent, on va aller dire, justement, c'est le temps de présenter une histoire, qui est l'entreprise, d'où elle vient, etc. pour vraiment essayer d'aller vraiment adopter pour que le subscriber, si on veut, adopte vraiment notre marque qui est comme OK, oui, là, je sais avec qui je fais affaire. Parce que souvent, quand on est en ligne puis on download un e-book ou on regarde un webinaire sur demande, on est intéressé au sujet, mais on connaît pas toujours l'entreprise qui est derrière ça. Fait que ce courriel de bienvenue fait ce travail-là justement de partager une histoire, l'histoire de l'entreprise. C'est la première histoire que tu mentionnais. Fait que ça peut très bien marcher. Je comprends maintenant comment ça peut très bien marcher à niveau vente, mais ça peut aussi lors d'un processus marketing. Tout à fait, tout à fait. Puis ces histoires-là, il y a quelque chose dans l'écoute d'une histoire. Hier, j'ai commencé la biographie de Bob Iger, qui est le CEO de Disney. Et puis, le prologue, c'est une histoire. C'est l'histoire du lancement, le jour de l'ouverture de Disney à Shanghai. Et puis, la raison pour laquelle on aime les biographies, puis pourquoi les biographies fonctionnent autant en librairie, c'est parce que c'est l'histoire de quelqu'un. Il y a un héros, immanquablement, il va avoir de la difficulté à un moment, immanquablement, il va réussir à passer au travers. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on a envie d'écouter puis de lire. Puis, tu peux prendre une biographie comme celle que j'ai entre mes mains à la maison de quelques centaines de pages, mais sinon, tu peux faire ça en 2-3 paragraphes bien serrés puis mettre ça dans un courriel, puis tu vas avoir l'espèce de même effet, la même émotion qui peut être créée. Ouais. C'est ça, puis là, je sais qu'on approche de la fin, fait que ça peut être un sujet pour une autre fois, mais est-ce qu'il y a des structures à suivre quand on essaie de bâtir une histoire? Tu sais, je pense toujours au courriel, là, que c'est ce que j'ai en tête en ce moment, mais est-ce qu'il y a une structure un peu à suivre, là, ou est-ce que
du moment que tu racontes l'histoire un peu n'importe comme. Tu sais, du moment que l'histoire de fondation d'entreprise est là, c'est correct. Ou vraiment, non, il y a plus un cadre à suivre en général? Ben, on pourrait en parler, puis c'est toujours mon objectif, c'est de te laisser sur un petit cliffhanger pour que tu puisses me réinviter, pour que tu me réinvites gentiment à ton live du matin. Mais l'idée derrière ça, il y a une structure qui fonctionne. On peut appeler ça le Hero's Journey, on peut appeler ça de plein d'autres manières, mais il y a une façon avec laquelle on est habitué, notre cerveau s'est habitué à force d'écouter des livres, d'écouter des films, lire des livres et autre chose, sur la façon dont une histoire est structurée. Puis l'idée n'étant pas de faire du copier-coller sur d'autres types d'histoires, l'idée étant de simplifier le processus mental d'assimilation de l'histoire. Je veux dire, le film indépendant qui réinvente l'histoire puis qui est tout en berlificoté pour rendre ça bien complexe, je veux pas ça dans mon processus de vente. Par contre, ça se peut que le vendredi soir, j'ai le goût d'écouter ça. Mais dans le contexte de vente ou de marketing, oui, il y a une structure qui est quand même un peu, non pas à respecter, mais qui est un peu établie comme étant une bonne façon de faire. Oui, je me rappelle, je ne sais plus quel livre j'avais lu, mais c'est ça, il y avait eu il expliquait qu'il y avait plusieurs types d'histoires, puis justement, puis ça avait été c'est des histoires qui ont été, tu parlais de Disney, justement, qui est comme évidemment championne en storytelling, puis non, on parle dans les débuts de Pixar, une des raisons pour laquelle Steve Jobs était associé à Disney, c'est que Pixar avait la technologie, mais n'avait pas la compétence de storytelling pour vraiment faire un film qui tenait debout. Je pense que Disney, puis on le voit, surtout quand tu as des jeunes enfants, tu commences à regarder plein de films de Disney, tu vois toujours la même histoire, la même structure d'histoire qui se répète. Parce que c'est une formule qui marche bien, parce que c'est une formule, j'imagine, qui répond un peu à nos besoins d'être humains, nos besoins là, de comment dire, nos core. Nos besoins core là, de comment on raconte l'histoire, on veut savoir qui gagne, qui perd, etc. Là. Ben, c'est un peu cette façon-là, c'est que notre cerveau, notre esprit, c'est tout de suite qui est à l'intérieur d'une histoire qui se trouve dans une structure de storytelling. Il va y avoir un gagnant, un perdant et tout. Puis c'est plus facile, puis on embarque plus facilement dans les trucs qu'on connaît aussi. Cool! Écoute, merci beaucoup, Alexandre. C'est sûr que je te réinvite parce que les structures de storytelling, j'ai plein de questions par rapport à ça. Dans la tête, c'est super facile à comprendre quand on parle de Disney puis de Pocahontas ou Moana. C'est que Moana, je veux dire, mais quand on est au studio, comment est-ce que tu adaptes ça? Par exemple, dans ton cas à toi, ça m'intéresserait beaucoup. Fait que on parlera de ça la semaine prochaine. Si tu as le temps. Je te raconterai l'histoire de ton studio. Parfait. Ça va être un bon exemple, un exemple live. Parfait, merci beaucoup Alexandre, merci de ton temps, comme d'habitude. Et là, on se parle jeudi pour encore parler de storytelling dans le processus de vente, mais là, dans le closing. Puis la semaine prochaine, on parlera des types d'histoires ou le cadre d'une histoire. Magnifique. Super, merci beaucoup. Bonne journée.